Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de Rendez-vous politique. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, la République démocratique du Congo a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Bruno Tshibala, ancien de l'UDPS, pour ne pas dire il est toujours de l'UDPS, parce que son appartenance à l'UDPS est contestée par son ancienne famille politique. Voilà, donc il est là en place dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Et un nouveau gouvernement va voir bientôt le jour. Pour ce soir, nous allons aborder ces questions politiques et sécuritaires parce que, comme vous le savez, dans le Kasaï et dans certaines parties de la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire reste tendue et préoccupante. Nous allons donc aborder toutes ces questions avec un invité euh, qui n'est pas là pour la première fois dans le cadre de cette émission Rendez-vous politique. On l'a reçu dernièrement, il était de passage ici à Kinshasa. Aujourd'hui encore, il est de passage à Kinshasa, alors nous profitons de son passage pour le recevoir dans le cadre de cette émission Rendez-vous politique. Il s'agit de José Kimonyo. Avec lui, donc, nous allons aborder toutes ces questions politiques, notamment l'avenir de la République démocratique du Congo, parce que vous le savez, il y a des élections prévues en décembre 2007, toujours dans le cadre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Bonsoir, José Kimonyo. Bonsoir, bonsoir. Vous n'avez pas trop qu'on vous appelle professeur José Kimonyo, bien que vous êtes professeur des universités. Pourquoi? Parce que je ne le fais pas en plein temps. Mon exemple, c'est le moulin et le vent, quoi. Les professeurs, c'est le moulin, quoi. Ils répètent la même chose, ça ne bouge pas. Moi, je suis plus chercheur. Je me trouve que je suis le courant qui fait tourner le moulin. C'est difficile, surtout dans un monde académique où ça ne paye pas, de développer certains articles. Je donne l'exemple comme Karl Marx. Karl Marx, il a un doctorat, mais n'a jamais enseigné, quoi. Il y a des gens qui ont décidé à être moulin, j'en n'en disconviens pas, mais il y a d'autres comme moi qui ont décidé d'être le vent ou la rivière pour faire tourner le moulin. Vous êtes professeur basé aux États-Unis d'Amérique, mais vous êtes d'origine congolaise. Euh, à votre avis, quel devait être le rôle des professeurs dans la reconstruction du pays, dans l'avancement ou le développement de la RDC? Je pense qu'il y a la différence parce que je ne suis pas professeur plein temps. Et cette notion, c'est je vais dans certaines universités, j'enseigne pour un semestre, puis je m'en vais. Mais ici, vous avez un problème ça revient à l'argent. Il y a la pauvreté. Ouais. Il n'y a pas d'argent dans l'enseignement. Et ça reflète la qualité des thèses, des articles dont ils embrassent ou dont on parle. C'est tellement limité. Il y a le provincialisme dans ses recherches. Ouais. On ne donne pas le temps à quelqu'un le moyen pour passer toute une année, 2 ans. Moi, j'ai passé 2 ans rien qu'à écrire un livre, à y penser, à voyager. Et on me donne le moyen et le temps à y faire. Et sans ça, le Congo, comme tout, ce n'est pas un cas spécial. Ça reflète certaines autres réalités du pays. Depuis la Deuxième République, il y a beaucoup de professeurs qui se sont lancés en politique. Aujourd'hui, on en compte encore des intellectuels, mais apparemment, les choses n'avancent pas comme on l'attend. Oui, mais comprenez, quand vous avez un système où il y a des pygmées intellectuels et vous mélangez avec les pygmées émotionnels, rien va s'avancer parce que les deux ne se poussent pas à réfléchir grand. La politique, c'est bien d'y penser. Mais quand vous parlez de politique économique, c'est un art de philosophie. Ça prend du temps d'y penser. Mais c'est comme si un raccourci, c'est facile pour un professeur de, je ne sais pas, de médecine, d'entrer en politique, parce que ça paye. Et quand on combine les deux salaires, ça fait quelque chose. Mais il n'est pas en mesure de produire parce qu'en la fin de compte, il peut bien être un pygmée Pour intellectuel. vous, quand est-ce qu'un professeur doit entrer en politique? Bah, y a pas... Il doit se baser sur un constat ou bien c'est avoir la volonté de changement ou d'appliquer un projet de société? Je pense que quand on parle dans les pays pauvres la plupart des fois de politique. On ne parle pas de commerce, on ne parle pas de politique économique. Quand on parle de la politique, moi, j'aime pas embrasser tellement le sujet parce que la politique, c'est tellement la foutaise. Mais quand on parle de politique économique, c'est là où c'est un challenge d'esprit, d'idées, quand on fait la recherche. Alors quand vous me dites quand est-ce qu'un professeur doit faire la politique économique, ben, c'est un professeur de politique économique, c'est pas un professeur de médecine. Mais politique, tout le monde peut le faire. Il ne faut pas avoir un doctorat pour faire la politique. Il y a la maman du marché qui peut faire la politique. Alors, j'aimerais bien qu'on parle beaucoup plus de la politique économique.
Et dans la politique économique, c'est là où on va parler des idées. Oui, mais quelle est la nette démarcation entre la politique économique et la politique politicienne, comme on le voit faire ici, beaucoup de gens faire ici au Congo? C'est pas seulement ici, c'est partout au monde. Donald Trump, c'est un politicien. Mais autour de lui, il a de politiques économiques, de philosopheurs qui créent l'idéologie, qui vous disent en ligne, c'est que c'est le républicain. On va dépenser sur les républicains. Ils croient à une grande armée. Ils croient à dépenser. Ils ne pensent pas qu'il faut dépenser. Il faut couper, par exemple, certains services sociaux pour que les gens travaillent mieux. Ça, c'est sans que vous le voyez ou pas. Au moins, vous savez ce que vous votez. Vous savez quelle ligne d'idéologie qui sont en train de vous vendre. Mais quand on parle seulement de la politique, c'est le show. C'est Donald Trump, c'est le show business. Comment convaincre les gens, comment avoir un micro, comment prétendre être un leader. Et pendant qu'on est un dirigeant. Ça, c'est le show. Alors, ça ne me prend pas tellement trop de temps. Je dis, c'est sans parler de la politique. Parlons de politique économique. Oui, vous êtes basé aux États-Unis. D'ailleurs, vous avez pris part à la campagne électorale américaine concernant l'élection présidentielle. Vous avez été du côté de Donald Trump parmi les conseillers. Et lorsque vous voyez les Congolais faire de la politique, comme on le fait ici, même si comparaison n'est pas raison, quand vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, vous dites quoi? Il y a une grande différence? Il y a une grande différence. Par exemple, quand on me dit que quand vous parlez de conseillers de la campagne, les gens vont croire que je conseille Donald Trump. C'est une grande équipe avec différents aspects. On calcule les statistiques, l'immigration, les réformes, comment gagner la Floride, comment gagner la Caroline du Nord, comment perdre la Californie. Mais ici, parce qu'il y a un sens d'identité. Je dis ici, l'ethnie, c'est une identité, au lieu que ce soit une source culturelle. Quand on s'est dit que le Congolais, l'identité, c'est une nation. Je suis Congolais d'identité et je suis Hutu. C'est ma source culturelle. Parce qu'on sait bien que quand on fait que la tribu devient une identité, ça ferme, ça rabat le débat. Parce qu'il suffit de dire tu votes pour moi parce qu'on a la même identité. Mais quand c'est une source culturelle, alors les gens posent beaucoup plus de questions. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Parce que je m'en fous si tu es Moulouba ou Moukongo, mais je veux que quand je te salue, tu me dis tes lignes politiques idéologiques, politiques économiques. Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi le rôle de l'État? On n'en parle pas depuis la colonisation. Ça, on a hérité d'un système colonial, quoi. Le gouvernement, c'est le père qui donne, qui arrache, tout. Mais personne, on doit recommencer, on doit redéfinir c'est quoi le rôle de l'État. Peut-être l'État doit être dans notre pays, le papa, mais on doit en parler. Ça, c'est le paternalisme. C'est le paternalisme. Par certains. Moi, je dis le papa pour montrer c'est vraiment pire, quoi. Parce que quand vous avez dans les pays zambiens où un ministre va saluer le président, il se met à genoux, hein, il demande pardon. Ça, c'est même pas le paternalisme. Il l'appelle papa. C'est fou, quoi. Mais on dit que c'est l'une des valeurs en Afrique ici, le respect. Oui, mais les valeurs, il y a des valeurs négatives ou positives. Juste parce qu'on marche, on peut être en train de reculer. Les valeurs, on veut dire les valeurs, c'est pas toujours positif, quoi. Il y a des valeurs négatives. Je ne vois toujours pas la différence que vous avez relevée entre la manière de faire la politique ici au Congo et aux États-Unis. Mon avis, c'est la même chose. Mais il y a un autre sous-bassement qui fait la différence. Ce n'est pas la politique. Marine Le Pen fait la politique comme au Congo. Mais la différence, ce n'est pas la politique, le show qu'elle fait. Les lignes de données idéologiques qui n'est pas la politique. Ça, c'est devenu le commerce. Elle parle de créer l'employement, comment on va faire, comment changer. L'un pense qu'il faut fermer la France, l'autre doit ouvrir. Pourquoi? Ça peut créer l'emploi, ça va créer... À part le show, la politique partout, elle est la même. Mais ce qui manque dans notre pays, c'est... Les idées, l'idéologie. L'idéologie, les explications de commerce, c'est le sous-bâtiment qui manque. Vous voulez dire qu'ici au Congo, on se soucie beaucoup plus du positionnement personnel? On parle seulement de la politique. C'est le show. C'est comme le catch américain. C'est le show. Et les gens ne savent pas que le catch américain, à la fin de compte, c'est une blague. Les gens, c'est beaucoup d'argent. C'est le marketing. Jusqu'à parce qu'ils font le show. On oublie le sous-bâtiment, c'est quoi? Ils vendent les t-shirts. Ils font l'argent. Ils choisissent qui va gagner.
et qui on aime à la télé. C'est que le wrestling américain, c'est seulement un show. Mais la différence entre le wrestling congolais américain, il n'y a pas, quoi. C'est le même show. Mais comment l'autre fait l'argent? Parce qu'ici, notre catch, il ne parle pas de marketing. Et c'est ça que je veux un peu essayer d'illustrer. La politique partout au monde, c'est la même chose. Mais ce qui nous manque ici, c'est la première ligne, d'expliquer les lignes idéologiques qui font la différence entre deux candidats. Chez nous, il n'y a pas de ligne idéologique. Il y a la notion d'identité qui est tribale. Vous pensez qu'on vote beaucoup plus tribu, on vote beaucoup plus ethnie que des idées? Oui, c'est pas que je pense, je sais. C'est prouvez-moi le contraire, quoi. Parce que je n'ai jamais salué un politicien et savoir ce qu'il défend. Je vois un politicien, je ne sais pas ses idées sur les taxes. Quel est le rôle? Est-ce que l'État doit prendre soin des pauvres? Quel est le taux sur le taux de taxes sur les compagnies? Tout le monde vous parle de lignes faciles, quoi. On a besoin d'investisseurs. On a besoin de taxes. Mais on ne vous dit pas la différence. C'est combien de taxes ici? Quelle est la chose? Pourquoi on a ce niveau de taxes? Quel est le niveau de l'éducation dans certains secteurs? Est-ce que l'État a un rôle à jouer dans l'éducation ou pas? Ce n'est pas seulement les gens au pouvoir, l'opposition aussi. C'est toute l'élite. La qualité de l'élite au Congo, c'est ça qui fait la différence. Oui, le 24 avril, nous avons célébré le 27 ans de multipartisme en RDC, c'est-à-dire depuis que le maréchal avait lancé le processus de démocratisation. Est-ce que vous pensez que les choses ont évolué? Aujourd'hui, on a plus de 600 partis politiques au Congo. Aux États-Unis, on a aussi beaucoup de partis politiques, bien que souvent on voit les démocrates, les républicains, mais il y a les petits partis. Est-ce que vous pensez que ce multipartisme intégral a aidé le Congo à avancer? Oui, mais avancer dans quel sens? Avancer de quel sens? Ça veut dire quoi? Quand on a créé le multipartisme, c'était sur but de quoi? C'est encore une discussion politique, c'est encore un show. On n'a pas créé il n'y a pas le multipartisme parce que, comme en Russie, il y avait un problème, crise économique, ils devaient ouvrir les portes, ils devaient privatiser, ils devaient l'employement, il y avait la pauvreté, le socialisme ne marchait pas, le communisme ne marche pas au Cuba. Chez nous, c'était quelqu'un fait et puis on se dit, bon, on doit aller voter. On doit créer le multipartisme. Et ça ne vient pas des années 90. C'est depuis 1960 que vous trouvez la discussion politique. On est allé à la table ronde politique. Tout le monde sait ça, on a eu l'indépendance. Mais personne n'en parle de, soi-disant, la table ronde économique. Personne ne connaît les lignes par ligne que la Belgique nous a donné. Savait que 5 ans après, il y aura une crise économique. Et ils ne savaient pas, mais ils ne nous ont pas dit. Comment ils ont joué avec la Gécamine, ils ont vendu les chaires, les parts aux Belges, tout l'argent à la Belgique. Personne n'en parle. Parce que c'est une question difficile à aborder. Ça prend du temps. C'est une question philosophique avant de parler de la science. Oui, philosophique, mais parfois on se dit, pour bien mettre en œuvre des idées, il faut d'abord avoir une vision. Non, pas nécessairement. Pour vous dire qu'il y a des idées, bonnes idées sans les visions, il y a des visions sans les idées. Bonne, ça veut dire quoi? Bonne, mauvaise, je ne sais pas comment vous dire. Mais c'est que je dis toujours, il y a des gens qui pensent et il y a des gens qui raisonnent. Il y a des visions qui viennent des pensées. Quelqu'un pense et il y a des visions qui viennent des raisons. Ça veut dire quelqu'un qui cherche toujours une raison pour justifier les actions. Et je dis aujourd'hui, notre système d'éducation social, intégral, on nous pousse à penser au lieu de raisonner. On parle des élections bientôt. Tout le monde veut aller aux élections. Et quand vous posez la question, pourquoi aller aux élections? Les gens vous disent parce qu'on doit avoir des élections. Et moi, je donne l'illustration, c'est comme les examens d'État ici. Les gens passent, ils ont 100%, on leur met la farine sur la tête, sans oublier, ils oublient qu'il n'y aura pas l'argent pour la fac, la qualité de l'éducation n'est pas meilleure, la famille aujourd'hui, ils s'endettent pour la fête, mais tout le monde veut qu'il y ait les examens d'État. Quand il n'y a pas des examens d'État en juillet, en novembre, les gens sont fâchés. Mais personne n'a raison pourquoi les gens doivent aller
Pourquoi ces étudiants, ces élèves doivent passer leur temps à Mhm. passer ce test sans qu'il y ait un futur pour eux? Alors, il y a des gens qui pensent et il y a des gens qui raisonnent. Ce n'est pas partout au monde que tout le monde, c'est pas partout au monde, même aux États-Unis, ce n'est pas tout le monde qui raisonne. Mais il y a des gens au moins qui raisonnent. Est-ce que n'avons-nous pas réellement un problème culturel ici au Congo? Parce que vous parlez de diplômés d'État, on met la farine sur la tête, mais bon, ils ne réfléchissent pas, ils ne raisonnent pas pour voir au-delà de ce diplôme, pour dire que non, ben, comment je vais faire pour la fac, qu'est-ce que je vais... Et quand on voit, c'est la même chose, quand on nomme quelqu'un ministre dans un gouvernement, on voit les gens fêter. Oui, 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 oui. Sans que vous disiez qu'est-ce qu'il va faire. Bon. Ben, moi, ce n'est pas un problème culturel. C'est pas du tout un problème culturel. Je continue à dire partout, parce que j'ai fait les sciences politiques économiques aussi, c'est un problème de, comme j'ai dit la fois passée, c'est la contre-élite. Il faut qu'il y ait des gens qui questionnent. Je pense que les gens vont Vous avez parlé de médias l'autre fois. oui, de médias et même les gens qui ont l'audacité de pousser aux gens de se poser la question. Moi, quand je suis au Congo, je réponds peu aux questions, mais je pousse aux gens à se poser la question pour qu'ils trouvent leur propre réponse. Et les gens doivent se poser la question. Ce n'est pas culturel. C'est une question, il n'y a pas d'argent. Et puis après, quand vous voyez le train, on vient de la colonisation, mais on n'a jamais eu un débat. Encore, le rôle de l'État. C'est quoi le fédéralisme, le provincialisme? Aujourd'hui, à Doula, il y avait des provinciettes. Je crois qu'il y avait 26. 50 ans, 60 ans après, on se retrouve encore avec le même provinciette. Sans se poser des questions, il y a beaucoup Mais on de parle gens. de décentralisation. Oui, mais C'est pas Adoula a mauvais. fait. C'est pas mauvais. Mais Adoula avait fait. Le gouvernement Adoula, dans les années 60, avait coupé petit, sur le même prétexte. Mais comment on est arrivé encore dans le 9, 11, sans qu'on ait de débat? Ouais. Mais on parle de décentralisation. Ça veut dire quoi? Est-ce que ce sont les recettes de l'État? Pourquoi on doit décentraliser? C'est quoi l'avantage? Mais la vraie question, ce n'est pas décentraliser, les couper en petits morceaux. Pour moi, les gens veulent eux-mêmes prendre compte de leurs de services sociaux. C'est question d'argent. Est-ce que vous pensez par exemple qu'au lieu d'avoir des dialogues, il y en a eu tellement hein, depuis 1960, des dialogues politiques en RDC, Ouais. on aurait eu plutôt un véritable débat national sur des questions vitales de notre société? Oui, mais il faut défendre d'abord les questions vitales. C'est pour ça, j'insiste, on doit avoir une contre-élite de gens qui ont l'audacité de venir et instiguer ces questions-là. Parce que quand vous demandez aux gens les questions vitales, ben, tout le monde, j'étais dans un débat avec les Congolais, il y a un type qui me parlait de à Manono, il n'y a pas un aéroport, il y a un type qui me parlait de Foufou, qui ne vient pas de Bandundu à Kinshasa. Alors, quand vous avez une contre-élite de qualité, ils traduisent ces questions-là dans une façon plus élevée. Élever le débat. Mais dans ce contre-élite, il y a des intellectuels. Il devait y avoir aussi des professeurs comme vous, par exemple. Oui, mais moi, je suis contre l'élite par tout le monde. Oui, mais non, en général. En général, mais la notion elle-même, pour que les gens comprennent c'est quoi la contre-élite, c'est difficile d'expliquer. Par exemple, aujourd'hui, quand vous avez tous les signataires, les églises, ça, c'est la même élite. C'est la conférence nationale, BIS. Mais les gens croient que c'est différent aujourd'hui entre l'opposition, les gens au pouvoir et l'Église. Ils ne comprennent pas, c'est une élite. Et quand vous mesurez cette élite, vous comprenez que personne ne le challenge. Alors vous devez avoir mais vous mettez tout le monde dans le même sac, oui, que ce soit les politiciens, les leaders religieux, vous mettez tout le monde dans oui, le mais même je sac. les appelle, excusez-moi, moi, leader, j'appelle dirigeant. Leadership, c'est autre chose. Il y a ça aussi que j'essaie de Mais quelle est corriger. la différence Dirigeant, leader. le leader, c'est celui qui fait, j'essaie de traduire en anglais. Un leader, c'est celui qui sait comment pousser les gens à faire ce qu'ils n'allaient pas faire sans lui. Il les pousse à prendre soin d'eux-mêmes. Un dirigeant, il dirige, il commande. Et vous pensez qu'on n'a pas de leader? La notion de leadership au Congo, non, c'est le machocisme. Ouais, on élève quelqu'un parce que Wenge Musique a chanté. Ouais, c'est le machocisme. Le leadership, c'est toute une science. Comment faire que les gens font ce qu'ils n'allaient pas faire si je ne le faisais pas faire? Et ça devient, c'est beaucoup plus
c'est pas direct, c'est pas une commande. C'est laisser les gens rêver, laisser les gens prendre leurs risques. C'est toute une science. Comprendre les gens, comprendre que les gens Vous savez, sont individuels. quand on vous suit, quand on vous écoute, vous qui venez souvent de la diaspora, bien que vous êtes originaire du Congo, on a l'impression que vous faites beaucoup de l'autoflagellation. C'est-à-dire en tant que Congolais, vous pensez que rien ne marche au Congo, rien ne va. Mais finalement, depuis 1960, ça fait 57 ans que notre État, le Congo, existe. Mais on va dire donc qu'il n'y a pas eu d'avancée. Bah, il y a une chose que je peux dire. Est-ce que vous voulez que je me taise quand je vois que ça ne marche pas? Je dois décrire le système partout. On décrit, c'est comme ça que le système avance. S'il y a toujours le Jalelo, c'est comme ça que un système peut se pérenniser. Le système n'a pas toujours été mal. Le système doit changer parce que leurs policies. Je pense que Oui, leur politique ne marche pas, qui n'applique pas La politique publique. les politiques publiques. Il y a une certaine politique publique qui ne marche pas. Est-ce qu'elle est mauvaise ou bonne? Je ne sais pas, mais ça ne marche pas. Ça veut dire qu'on doit avoir doit des changer. alternatives. On doit avoir une alternative et laisser les gens décider. Est-ce que c'est ça qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit prendre soin des pauvres? Est-ce qu'on doit nous charger plus de taxes pour qu'on paye l'éducation soit gratuite? Parce qu'on ne peut pas avoir une éducation gratuite sans qu'on nous charge plus de taxes. D'où va venir l'argent? Vous parlez de la pauvreté. Quel devait être le rôle de l'État? C'est ça. Moi, je pense que moi, en Parce tant qu'on que... parle beaucoup plus aujourd'hui de partenariat public-privé. Oui, mais ça, vous voyez ça partout au monde. Ça, ce sont les escrocs qui font ça. Au Nigeria, je viens, on parle de PPP, mais c'est toute une mafia. Moi, je dis pas le partenariat. Ça, c'est déjà, vous finissez la phrase, quoi. Mais au début, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire de jeunes? On peut mettre ça en 3 mots. Prospérité, stabilité et comment on appelle ça? Dignité. Ça veut dire, pour qu'on ait la stabilité, on doit créer l'emploi. Pour qu'on ait la prospérité, on doit décider comment on va dépenser sur les jeunes. Et quand on dit dignité, ça veut dire quand on est vieux, il va venir l'argent pour prendre soin de nous. Et on peut mettre ce débat. Je pose la question partout où je suis au monde, c'est plus facile de poser c'est quoi votre réponse sur la prospérité, stabilité et dignité. Et quand les gens comprennent ça, c'est mon la discussion. Il y en a qui disent, faites-moi une bonne politique, je vous donnerai une bonne économie. C'est vrai? Non, ce n'est pas vrai, parce qu'on revient toujours. Vous voyez, vers le 19e siècle, le mot économie, il est tout nouveau. Le mot économie est tout nouveau. Ça veut dire que quand vous voyez le 19e siècle, les gens parlaient de politique économique. Aujourd'hui, dans certains pays, on parle de politique sans connaître quand même, il n'y a pas de définition de l'économie. Tout est économie. Le commerce, c'est économie. La cuisine, c'est économie. Alors, nous parlons de politique économique parce que c'est une philosophie de gouvernance de commerce. Quand on parle d'économie, c'est un peu aveuglé, quoi, jouer au magicien. Parce qu'il n'y a pas de définition aujourd'hui globale. Tous les économistes vont vous dire, c'est quoi l'économie? Il n'y a pas. Et les marginalistes vous disent une chose, les autres vous disent une autre. Les formules, il faut que les caractères humains soient fixes. Ouais. Mais aujourd'hui, je vois la personne dans la rue que je ne pense pas qu'il est bête, mais ne comprend pas ce qu'il dit économie. C'est le gros parapluie. On n'a pas besoin de renouveler la classe politique. On doit élever le débat. Il y a ceux qui vont se perdre et il y a ceux qui pourront faire le 200 mètres marathon, 2 km marathon. Le débat est tellement bas que diminuer. Vous, les journalistes, vous devez poser des questions. Il y a 2 côtés des choses. Les journalistes doivent commencer à poser les questions. Challenge les gens qui se disent qu'ils veulent être les dirigeants, leaders. De l'autre côté, il y a moi qui joue mon rôle. Je dis aux gens souvent l'histoire il y a un oiseau qui s'envole, il vient du Brésil. Il arrive en Alaska, il y a la neige, il dort, il y a plein de neige, il ne peut pas bouger, il crie. La vache vient et lui chie dessus. Il est dans la chaude, il crie, il y a le chat qui vient, qui le prend, qui le lave. Devinez qu'est-ce que le chat le fait? Il le bouffe. Moi, je viens, je suis la vache. Je viens vous chier dessus, c'est pour votre bien. Ça lève le débat. Mais tandis que vous venez, vous appelez, vous voyez le chat qui vient, vous lave, qui vous raconte de n'importe quoi, mais c'est pour vous bouffer. Dernièrement, lorsque vous étiez de passage ici à Kinshasa, il y avait, c'était la nomination du Premier ministre sortant, Sami Badibanga. Le dialogue de la Cité de l'Union africaine venait de se terminer. Après votre passage, il y a eu le dialogue de la SENCO. Pensez que c'est bonnet blanc, blanc bonnet? Il n'y a même pas de bonnet.
c'est la blague que je fais aux gens. Le bonnet, c'est trop d'efforts. Je dis que c'est comme le... Je remonte l'histoire de... Il y a la nomination du nouveau Premier ministre, Bruno Tchibala. Oui, mais il va faire le mandat qui lui a été demandé, c'est être un Premier ministre. Il n'y a rien dans les signataires de la Saint-Sylvestre qui parlent des obligations sociales, de développement, des grandes discussions qui touchent nous, le peuple. C'est le partage de pouvoir. Ça revient, je dis aux gens, ça revient au Magna Carta en Angleterre, vers le 10e siècle. Le Magna Carta, ça n'a pas libéré les esclaves. C'était le partage de pouvoir entre le roi et les barons. Mais c'est une période de transition qui va prendre peut-être quelques mois. Oui, mais le Magna Carta, vous savez... Une année, mais au moins, c'est pour aboutir à des élections. Oui, mais le Magna... Dans ce laps de temps, on peut faire aussi des programmes. Non, non. C'est pour ça que je dis aux gens, c'est le danger du Magna Carta. Le Magna Carta, ça a été aussi béni par l'Église. Le Magna Carta a été un programme de transition qui a duré 8 siècles. Transition, oui, Oui, parce que le Magna Carta devait partager le pouvoir entre le roi et les barons. Et l'Église a sous-signé. 6 mois après, le roi n'a pas fait ce que les barons ont fait. Ils sont allés en guerre. Il y avait toujours les esclaves. 200 ans après, il y a un renouvellement du Magna Carta. Le petit-fils du roi qui a signé, il a changé d'avis, il a partagé le pouvoir. Ça a pris vers les années du XVIIIe siècle. Quand maintenant, la princesse, le roi s'est retrouvé dans un manière où il devait concéder le pouvoir au Parlement. Ça a pris 8 siècles. 800 ans. Le Magna Carta, la transition. Et dans tout ça, on oublie les esclaves, ça n'avait rien à voir avec les esclaves. Et vous me parlez de transition, quand ça va durer, je ne sais pas. Non, mais c'est vraiment consigné qu'il y aura les élections. Le Magna Carta a été... Mais pourquoi on doit avoir les élections? Non, ça sera en 2018. Oui, mais pourquoi les gens ne se posent pas des questions? Il y a des contraintes. Oui, mais pourquoi on va aller aux élections? Pour faire la même chose, sans poser de questions, tribalisme, on remet les mêmes gisets, il n'y a pas de débat national. Mais quelle est la solution finalement? À votre avis, quelle est la solution finalement? On fait quoi maintenant? On fait quoi? C'est beaucoup plus complexe que ça. Si je pouvais vous dire en une ligne, quoi faire pour le développement économique, je serais l'homme le plus riche au monde. Non, pas pour le développement économique seulement. On a besoin de développement pour économique. Pour la marche du pays. La marche du pays, c'est quoi? C'est le développement économique. Je m'en fous du politique. Je veux que le type, la dignité... Quand vous allez à Tchango, quand vous allez à Goma, ça n'a rien à voir avec la politique. Je m'en fous de la politique. Les gens veulent la dignité. Ils ne veulent pas qu'on les représente. Ils veulent la dignité. Ils passent, ils donnent aux autres, quand on électe un membre du Parlement aussi, c'est pour qu'il fasse de politique publique. De politique publique. Pour ma dignité, pour mes enfants. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est question de développement économique. À partir du développement économique, c'est à ce moment-là. Mais c'est les personnes qui doivent mettre en place ces politiques publiques, ce sont les gouvernants. Non, on doit commencer par cette discussion. C'est quoi la politique publique? C'est quoi qu'on veut que ces gens font? C'est quoi? Comment on définit notre État? Est-ce qu'on veut le fédéralisme? Mais si on parle de fédéralisme, ça veut dire comment on distribue. On partage l'argent entre la cité, l'État. Et c'est quoi l'importance des gens de Goma par rapport aux gens de Bandaka? C'est un grand débat qu'on doit faire. Et ce débat a tardé jusqu'à aujourd'hui 60 ans. Oui, mais comment faire? Par exemple, parce que vous parlez un peu de justice sociale, comment faire pour qu'il y ait un partage équitable du revenu national? Oui, mais ça aussi. C'est ça aussi parce que jusque-là, on ne sait pas créer une classe moyenne ici au Congo. Oui, mais c'est compliqué partout au monde. Je voyage. C'est ça le débat. Comment chaque pays a son individualisme social, si je peux traduire. Alors il faut comprendre ce que le Congolais veut plutôt et créer cette classe moyenne. Comment on crée une classe moyenne? Je peux vous dire. Il faut imposer aux compagnies de payer un certain SMIC qu'on sait qu'ils peuvent dépenser. C'est à ce moment-là c'est l'État qui doit taxer les gens pour faire que le commerce marche. Mais dans nos pays, la plupart des pays qui sont venus de la colonisation, ils ont hérité d'un système colonial. L'État, il prend l'argent à la source. Il s'en fout de l'individu. Aujourd'hui, aux États-Unis, quand vous voyez le pays américain, quand il y a comment on appelle ça, l'employment,
unemployment va de, les gens n'ont pas de boulot, comment on appelle ça? Le chômage. Le chômage va de 6 à 15%. Les gens crient parce que c'est la source de l'État. Obama va parler, Trump va parler, parce que c'est le seul moyen où l'État prend son argent. Mais ils ont eu une discussion, 200 ans, c'est ça l'idée qu'ils ont eue. Ça n'a rien à voir avec le capitalisme. C'est la société, les élites du temps, ils ont compris que l'État doit être travailleur des citoyens. Est-ce que la démocratie est une bonne chose pour l'Afrique, pour la RDC? Vous pensez que la démocratie à l'européenne ou à l'occidentale, comme ça se fait aux États-Unis ou ailleurs, vous pensez que le même format peut marcher ici? Parce qu'on a dit, hein, ça fait 27 ans, le multipartisme, mais bon, Mais à boire et à manger. je reviens sur la même chose que j'ai dit avant. Ça, c'est un show politique. Et moi, ça n'a rien à voir. Comment on appelle, ça n'a rien à voir dans ma tête. Démocratie, kleptocratie, mathémacratie, je ne sais pas. Mais le débat, laissons les gens décider. Il n'y a pas seulement le moyen démocratique pour décider. La démocratie, c'est comme les examens d'État. Pourquoi on va élire s'il n'y a pas un débat sous-bassement qui dit on va élire pourquoi? Il y a un autre débat qui n'existe pas. Les gens parlent de démocratie sans comprendre que les pays où la démocratie est appliquée, ce n'est pas seulement les pays les plus riches. Vous comparez par exemple les revenus. Quand vous regardez la Chine et la Guinée équatoriale, sur l'index de démocratie, ils sont le plus bas, mais ils sont les plus riches. Les index de la démocratie, il y a le pays comme l'île Maurice, qui est plus pauvre que la Guinée équatoriale. Mais encore, ou les Bahreïn, les pays arabes, quand vous regardez le revenu, c'est élevé. Mais ils ne sont pas démocrates. La Guinée équatoriale, ce n'est pas un bon exemple parce que vous avez 80% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Mais ils ont l'argent, ils développent, ils viennent de changer la capitale. Démocratie, pas démocratie, il n'y a rien qui vous dit, il n'y a aucun élément conclusif qui vous dit pourquoi un État marche ou qui ne marche pas. Mais il y a des indices qui vous disent des indices. Par exemple, comment faire que l'État travaille pour les individus. À votre avis, quelle est la meilleure forme de l'État? Par exemple, un pays comme le Congo qui est 4 fois plus grand que la France, 80 fois plus grand que la Belgique. Que devait être la forme de l'État finalement ici au Congo? La forme de l'État, encore, c'est une question, pour moi, c'est mal placé. Pour moi, la forme de revenu de l'État, c'est la question que je me pose. Il fallait que l'État prenne, la seule source de revenus de l'État doit venir des taxes sur l'employement. Alors à ce moment-là, vous contraignez l'État à travailler pour les individus. Ils prennent soin des gens. Aujourd'hui, il y a des taxes aussi. Oui, mais vous comprenez, les taxes, ce n'est pas sur l'employement. Il y a déjà comment on appelle, l'emploiement, c'est tellement, la structure, comment on appelle ça, pas officielle, oui. C'est tellement élevé. Alors comment l'État va prendre, au lieu, aujourd'hui... L'économie informelle domine. Informelle domine. Oui. Vous voyez les revenus, aujourd'hui, la plus grande compagnie qui prélève, c'est les ports, l'import-export. Qui ne devait pas être ça. Ça devait être le plus grand revenu, c'est devait être sur l'employement des individus. À ce moment-là, l'individu, maintenant, quand tu me prends mon argent, vous prenez 30% de mon argent, je me sens obligé d'aller voter et vous demander qu'est-ce que vous allez faire de mon argent. Aujourd'hui, ça n'existe pas parce que l'État a d'autres moyens à avoir l'argent. Alors, on ne peut pas lui imposer. Il y a la GECAMINE, il y a la MIBA, il y a ceci. Mais le plus grand revenu, c'est un des clés qui peut faire qu'il y ait un changement. Et pendant que si vous me prenez 30% de mon argent sur mon salaire, vous m'obligez à vous poser des questions. Oui, vous avez cité quelques pays ici qui sont riches. Ouais. Riches en réalité. Ouais. Le Congo, on dit scandale géologique, pays avec des ressources naturelles incroyables, presque un paradis, mais pays pauvre. Oui, mais c'est quoi toutes les recherches, c'est quoi toute la richesse du Congo? C'est 14, on prévoit c'est 14 trillions. C'est quoi la dette des États-Unis? Presque ça, quoi. Quand vous avez la dette de la France, ça fait 14 trillions. C'est pas aussi, il n'y a pas beaucoup d'argent que ça. Vous voyez le Japon qui a une dette de 2 trillions pour 30 ans. Le Congo n'est pas un pays riche, c'est potentiellement riche
projection, c'est comme une belle femme qu'on lui dit toujours qu'elle est belle, elle se prend la tête. Le Congo n'a pas assez de ressources. Et le danger est que ces ressources qu'on a, ce n'est pas renouvelable. Et les énergies renouvelables, on les néglige. Par exemple, je viens de Nigeria. Le Nigeria a un problème d'électricité, mais ils ont beaucoup d'argent. Le Congo a un potentiel électrique, Le barrage d'Inga. mais n'ont pas d'argent. Mais au lieu que les deux se parlent, les deux parlent à la AMF, disons généralisé, ils parlent blanc. Alors moi, c'est 14 trillions, c'est pas assez d'argent. Il n'y a pas beaucoup d'argent au Congo. Selon les ressources non renouvelables, on peut hypothéquer. Mais la question, si on hypothèque nos ressources, Comment le Congo peut-il créer des richesses aujourd'hui? Comment le Congo peut-il créer des richesses? investir pour que les gens puissent participer à l'économie, disons, effaçons le mot économie parce qu'il est un peu distrayant, au commerce du 21e siècle. Peut-être pas 21e siècle parce qu'on commence à déraper déjà. Parlons du 22e siècle. C'est quoi le commerce du 22e siècle? C'est la technologie, c'est la communication, c'est ce que les gens du 20e siècle veulent. Aujourd'hui, faire le champ, Bukangalo, c'est perdre le temps. Il faut apprendre les gens la Mais technologie. l'agro-industrie, vous semblez négliger ça. Oui, je L'agro-industrie. néglige l'agro-industrie, c'est pas aussi important que ça. C'est pas aussi important comment nourrir la population affamée. Il faut au moins. Qui nourrit qui? Laissez les gens décider s'ils ont l'argent, ils vont décider s'ils vont se nourrir ou pas. Au lieu de penser à nourrir l'argent, ça ce sont le système colonialisme où l'État c'est le papa qui vous met de l'argent, qui vous met le poisson dans l'assiette. Aujourd'hui au XXe siècle, c'est pas ça. Le courant disait c'est faites que vos individus soient riches, c'est à eux de décider s'ils veulent manger ou pas. C'est pas à l'État à nourrir les gens. On a essayé, le socialisme c'était ça, le communisme c'était ça. Ça n'a pas marché. Et au XXe siècle, vous voyez le Cuba, même au Vietnam, ils changent d'avis. Ils changent d'avis. Même si je suis contre le capitalisme aussi. Mais je me dis que le rôle de l'État... Vous parlez de technologie, de communication. Oui. Le coltan vient d'ici. Oui. Colombo-tantalite, Oui. qu'on utilise pour fabriquer les téléphones, qu'on utilise dans la technologie de pointe. Mais ça vient du Congo. Oui, mais c'est quoi la technologie de pointe aussi? Le téléphone, un truc, c'est un peu faire la couronne et faire trop de bruit, le marketing, blablabla. Moi, c'est pas ça, quoi. Le coltan qui vient ici, qui vient de la Colombie ou quelque chose, ça n'a rien à voir. La technologie change, les moyens de communication les plus importants changent. Il faut que le Congolais pense, c'est pas seulement le téléphone. Il y a beaucoup d'autres industries qui sont beaucoup plus payantes que le téléphone, la télécommunication. Mais tout ça, on doit avoir... je dis une fois à un monsieur, je dis, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont la tête au 22e siècle, mais les dirigeants, ils ont la tête au 18e siècle. Pourquoi les jeunes n'ont pas la tête au 20e siècle? Même les jeunes ne pensent même pas au 20e siècle, ils sont rêveurs. Hein? Rêver, c'est bien, mais rêver debout, c'est un meurtre, c'est un crime. Oui, mais on a aujourd'hui l'impression que les multinationales exploitent abusivement nos richesses. Oui, ils ne nous exploitent pas, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Si ces compagnies ne viennent pas creuser chez nous, qu'est-ce qu'on va faire du diamant? Qu'est-ce qu'on va faire avec le coltan? On ne va rien faire. Moi, c'est pas ça. Moi, ça, c'est même pas un débat qui viennent exploiter. Aujourd'hui, on parle de minerais de sang. Oui, mais c'est les ONG qui ont appelé CC. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des gens qui ne sont jamais arrivés chez moi à Goma qui vous parlent de minerais de sang. Ils ne comprennent même pas les implications internes. Il y a Goma qu'on dit, au Congo, c'est la capitale du viol à cause du fistula. Sans qu'on dise que le problème de fistula a toujours existé, parce qu'on n'a pas de système médical approprié pour ce siècle. Mais on parle du viol. Le danger, c'est que quand quelqu'un, vous n'avez rien à dire, quelqu'un d'autre parle pour vous. Parle à votre place. Parle à votre place. Il vous fait toujours une mauvaise phrase. Et vous, le Congolais, on se dit oui, 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 oui. On connaît nos réalités, mais on doit raisonner sur ça. On a beaucoup parlé au cours de cette émission, José Kimonyo, que doit-on retenir? Qu'est-ce que le Congolais doit retenir pour que le pays aille de l'avant? Il faut faire quoi? Raisonner. Cesser de penser. Il faut commencer à raisonner. À réfléchir. Raisonner. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'on pose un acte, on doit trouver une raison pourquoi on l'a posé.
dans tout. Moi, je demande à tout le monde, ce n'est pas seulement des élections. Je parle même du roulage, je parle de tout ça. Je dis, ben, vous vous fâchez, il n'y a pas assez de bus. Mais s'il y a 2 millions de bus à Kinshasa qui vous prennent comme on appelle aujourd'hui Indonésie, Massina, en ville, et vous rentrez le soir, il n'y a pas d'électricité, il y a toujours la faim. Ben, mais il y a la marche. Les élites, pourquoi se battre pour une personne sans lui poser une question? Il faut qu'on commence à raisonner. Et vous pensez que jusque-là, on ne raisonne pas? Non. Et je m'excuse, je suis comme dans l'histoire la vache. Je vous chie dessus, mais c'est pour votre intérêt. Et quelle chance donnez-vous au nouveau gouvernement? Oui, la chance d'être un gouvernement. C'est-à-dire, Ça sert à un gouvernement. vous ne pensez pas qu'il peut faire bouger les choses, les lignes? Quelle ligne? Quelle ligne? On n'a pas tracé la ligne. On ne lui a pas dit il y a une ligne qu'il faut faire. Ça sera un gouvernement. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a perdu quand même des repères ou on n'a jamais eu de repères? On n'a jamais eu. Notre combat, c'était que le Belge cesse de nous gifler en 1960. À la fin, quand on ne nous gifle plus, je crois il y a un vide. On n'a jamais réfléchi. Après ça, quand on cesse de nous battre, qu'est-ce qu'on doit faire entre nous? C'est pour ça qu'il y a la guerre en 1960 à 65. Lumumba, moi, je le respecte beaucoup en tant qu'un symbole pour les autres. Je vais dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de boulevards Lumumba. J'en ai été 5 ou 6. Mais quand vous comprenez, par exemple, Lumumba, quand il est devenu Premier ministre, il a fermé l'université. Il y a beaucoup de gens comme lui ont fait beaucoup d'erreurs. Et ces gens-là, on continue à les permettre à faire des erreurs. Le danger est que ce venin-là des erreurs, ou de, comment ça, on peut le dire, irresponsabilité, immaturité, ça passe aux nouvelles personnes qui aspirent à être dirigeants. Nous allons peut-être chuter par là. Il y a un sénateur qui a écrit un livre. Non. La République des inconscients. Êtes-vous d'accord avec lui que le Congo est constitué de beaucoup d'inconscients? Il est sénateur. Il a écrit un livre, République des inconscients. Oui, c'est une blague. Je dis le sénateur, c'est présent. Il n'avait pas besoin d'écrire un livre, il pouvait prendre sa photo. Pour faire quoi? Pour en faire quoi? Pour dire, quand vous regardez le Sénat, quand vous regardez toutes les institutions, ça a un gros emblème qui dit c'est la République des inconscients. Mais moi, je dis plutôt aussi c'est la République des gens qui ne veulent pas grandir. Est-ce que ce n'est pas une insulte? Oui, je vous dis, je suis la vache partout. Mais si je veux vous chier dessus, si vous pouvez réfléchir, vous allez comprendre ce que je dis. C'est pour le bien de tous les Congolais. Je suis Congolais. Je ne suis pas le chat qui va venir ici, vous laver, vous peindre, vous mettre la poudre et vous manger. Moi, je fais mon rôle, c'est être la vache. Parlons projection. Quand vous regardez le Congo, comment vous projetez le Congo dans l'avenir? Je regarde, il y a deux, il y a toujours, il y a dans tous les maths, les trucs, il y a tellement d'options. Il y a tellement d'options. Il y a l'extrême ça sera la même bêtise pour 500 ans ou dans 20 ans. Les nouveaux Congolais, nos enfants, auront la chance d'avoir un nouveau Congo qu'on n'a jamais rêvé. Pour qu'il y ait un nouveau Congo, il faut un nouveau Congolais. C'est l'homme d'abord. Oui, mais avant qu'on ait le nouveau Congolais, il faut qu'on investisse pour qu'il ait, comme je dis toujours, les moyens d'être le nouveau humain. Ce n'est pas seulement Congolais. Il faut qu'il soit le nouveau humain. Il faut qu'il soit beaucoup plus global que provincial. Les petits débats. Il doit sortir de sa tribu, de sa région, de son ethnie. Comprendre son identité, c'est être Congolais. Ce n'est pas Mouyaka. Ça, c'est bien être Mouyaka. C'est culturel pour danser, pour parler de nos origines. C'est bien. Mais tant qu'on ne sort pas de là, on va continuer à réfléchir, penser et non raisonner. Bien. José Guimonio, merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous semblez bousculer beaucoup d'idées, mais je crois que le message est passé. J'espère. Merci. C'est la deuxième fois qu'on se voit et oui. J'espère que l'audience aura quelque chose de nouveau. Voilà. Merci beaucoup et merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur Antena. Au prochain rendez-vous politique. Bonsoir.